Bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée à l'innovation et à l'actualité du numérique. Alors je vais commencer aujourd'hui avec une annonce, c'est une annonce très attendue dans le monde des podcasts, c'est l'arrivée des premières offres d'abonnements payants à des chaînes ou à des podcasts. Alors on va voir ensemble pourquoi c'était très attendu, qu'est-ce que ça va changer concrètement, ce sera le sujet de mon interview avec Johanna Bondou de Paradiso Media qui fera également une annonce aujourd'hui, on en parle donc tout à l'heure. Ensuite, le cœur de cette émission lui sera dédié à la télémédecine. Là, on va voir quels sont les défis qui restent à lever et quelles sont les tendances alors qu'on arrive à cette période post-Covid. Qu'est-ce qui va s'installer et marquer les mois et les années à venir. Et puis, nous aurons rendez-vous avec une start-up, une jeune start-up qui propose un tout nouveau modèle de formation entre pros. Et on conclura par une innovation qui pourrait rendre les matériaux sensibles. Mais tout de suite, donc place à l'annonce du jour. Alors l'annonce du jour, c'est ce lancement mondial de podcasts payants sur la grande plateforme, la plateforme historique de podcast, Apple Podcast. Bonjour Johanna Bondou, vous êtes productrice jeunesse de Paradiso Media. On va peut-être déjà présenter Paradiso Media, c'est un studio dédié à la production de podcasts. Exactement, dans 3 genres clés, la fiction, le documentaire et la jeunesse. Et donc, abonnement payant, pour vous, c'est le top départ aussi du lancement d'une nouvelle chaîne. C'est ça, vous allez annoncer, en même temps que Apple annonce sa fonctionnalité d'abonnement payant, vous allez annoncer la création d'une nouvelle chaîne de podcast. Exactement, dédiée à la jeunesse, justement. D'accord, donc c'est une chaîne qui s'appelle Diso. Exactement. Qu'est-ce qu'on va trouver dessus ? Disez-moi des histoires. Parce que quand on parle d'une chaîne de podcast, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'abonner à différents podcasts ou ce sont des épisodes ? Comment ça fonctionne ? Alors non, dans une chaîne, vous accéderez à différentes séries via cet abonnement. Vous n'aurez pas à payer pour un podcast donné. Ce sera une chaîne qui en contiendra plusieurs. D'accord. Pour être encore plus précis, qu'on comprenne bien. Donc, on va payer un abonnement mensuel. Ça, c'est une fonctionnalité, je dirais, imposée par Apple, qui a choisi un modèle d'abonnement mensuel. Et ensuite, à l'intérieur de cet abonnement mensuel, on peut avoir des accès gratuits à certains épisodes, certaines séries. Exactement. Alors nous, par exemple, le premier épisode de chacune de nos séries sera disponible gratuitement en étant abonné sans payer. Et il y aura 7 jours d'essai gratuits. Après, chaque studio peut choisir de faire ce qui lui convient de ce point de vue-là. Alors, on n'a pas eu encore le communiqué d'Apple pour tous les détails, mais l'annonce avait déjà été préparée en avril. Donc, on a pu avoir quelques précisions. Le lancement mondial, c'est aujourd'hui, mais en fait, on le sait grâce à vous, puisque ce sont les studios et les podcasteurs qui ont été prévenus les premiers. Pourtant, il y a un petit léger retard à l'allumage, je dirais, puisqu'on l'attendait plutôt en mai, et finalement, ça arrive en juin. Pourquoi c'était si attendu et comment vous expliquez ? Est-ce que vous avez des explications sur ce léger retard ? Je pense que c'est une grosse, un gros lancement pour eux et que j'imagine que ça demande beaucoup de travail. Puis c'est un lancement mondial. Oui. En toute honnêteté, je ne sais pas ce qui se passe en interne chez Apple. Ils sont, c'est confidentiel, donc je ne saurais pas. Il y a peut-être des choses à ajuster avec les nouvelles fonctionnalités qui sont déjà mises en œuvre depuis le mois d'avril. Exactement, probablement. Et puis je pense que ça a demandé, vraiment d'un point de vue technique, etc. Ça génère beaucoup de changements aussi sur les fonctionnalités. Donc je ne saurais vous dire. Et pourquoi c'était attendu de votre côté ? Parce que c'est un nouveau canal de diffusion qui va renforcer les liens vers nos communautés. Parce que ça permet aux parents, parce que comme ça, naturellement, on se dit, une offre payante, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, en tout cas pour les fidèles qui vous suivent. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système d'abonnement, en l'occurrence là, sur cette chaîne jeunesse, les parents et les enfants auront accès à de nouveaux contenus tous les mois de manière assez évidente, puisqu'en étant abonnés, ils pourront retrouver leur nouvelle série de manière simple. Ça va permettre une nouvelle expérience, une expérience inédite d'écoute, sans publicité. Oui. Ce qui n'était pas toujours le cas précédemment quand on multidiffusait gratuitement les podcasts. Et puis, ça permet aussi de soutenir de nouvelles créations ambitieuses aussi, puisque c'est de nouvelles sources de financement. Donc ça va permettre de monter en gamme en termes de qualité de produit ? Pas forcément de monter en gamme, parce que nous, on a différentes manières de produire nos produire programmes. Plus alors ? Produire plus, oui, ça c'est sûr. Et juste pour donner une idée du montant de l'abonnement, vous avez le montant déjà ? Ce sera 2,99 € par mois. D'accord, donc ça reste quand même des petites sommes. Oui.
qui sont demandés, mais c'est mensuel. Et là, avec à peu près 3 € par mois, donc on a accès à tous les programmes de la chaîne. Exactement. d'ISO. 50 histoires, fables, chansons, des séries issues de notre partenariat avec l'École des loisirs, des séries inédites. Et surtout, ça crée un business model sain, je dirais, puisque vous avez une relation directe avec vos clients maintenant. Exactement. Ce qui est effectivement... Et même peut-être un business model rentable. Exactement. Mais bon, c'était le cas aussi par ailleurs, parce qu'il y a différentes C'était déjà le cas ? possibilités. Oui, puisqu'il y a différentes manières de financer du podcast aujourd'hui, via les plateformes, via la publicité aussi, mais ce n'est pas forcément un modèle très pertinent pour la jeunesse, Ouais. la publicité. Ça dépend des cas, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, c'est pas forcément notre démarche de notre côté. Alors, j'avais aussi une question, parce que Apple Podcast, c'est un peu le partenaire historique quand même des podcasteurs. Ça fait une quinzaine d'années, je crois, que Apple propose sa plateforme pour les podcasts. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme où vous êtes le plus écouté chez Paradiso Media ? Non, pas uniquement. Notamment, on est très écouté chez Apple, mais on est aussi très On vous écoute écouté où, alors chez Spotify, chez Audible. Ouais. Donc il y a eu quand même un déport aussi via les nouvelles plateformes de streaming. Oui, mais c'est vrai que Apple reste leader, mais ça s'équilibre quand même aussi avec les plateformes, les autres plateformes. Ouais, donc je pense que c'était important aussi pour Apple de renouveler sa relation avec les studios de podcast et de création. Oui, puis c'est vrai que c'est une nouvelle possibilité qui nous est donnée aussi au studio de créer du lien autrement avec les auditeurs. C'était une demande de la part des studios de passer à ces abonnements payants ? Non, nous on n'a pas fait la demande à Apple Podcast en tout cas. D'accord, donc ce serait peut-être que d'autres. Je ne peux pas pas parler pour. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous pouvez donner une recette ? Parce que vous avez un studio de production, des podcasteurs professionnels, mais certains ont peut-être envie de se lancer en se disant finalement, si je peux lancer ma chaîne et pouvoir proposer un abonnement payant, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place pour lancer son podcast sous abonnement payant ? Est-ce que c'est compliqué à faire ? Je ne pense pas que ce soit très compliqué. En tout cas, ce n'est pas compliqué de mettre en place une chaîne sur Apple Podcast. Le back-office est très clair. Après, des conseils peut-être que vous pourriez donner ? Je pense qu'il faut se lancer. Parfois, c'est ça aussi, se faire confiance. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer, en tout cas, vers le médium audio. Donc pour vous, c'est une industrie encore... naissante, en croissance ? En croissance, définitivement. Naissante, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, mais podcast existe, on n'en parlait pas autant. C'était un peu le média pauvre, puisqu'il n'y avait que l'audio et pas l'image. Ça a vraiment changé ces derniers temps. Dernièrement, oui. Et puis alors en plus, pour la jeunesse, ça fait particulièrement sens aussi, parce qu'on a envie que nos enfants aillent vers des alternatives aux écrans, souvent, et quand on est parent, surtout avec tout ce qui se dit en ce moment sur les écrans. Donc ça, c'est vrai que pour les enfants, on en parle de plus en plus dernièrement de l'audio. Oui, pour la concentration. Alors on va juste préciser avant de terminer ensemble que abonnement Apple Podcast, ça vient s'ajouter à plus de 2 millions quand même d'émissions gratuites sur la plateforme. Ça ne les remplace pas, tout ne devient pas payant. Voilà, petite précision importante. Et donc, voilà, annonce aujourd'hui, lancement mondial d'abonnement Apple Podcast avec plein de nouveautés qui vont suivre, comme le lancement de la chaîne d'ISO pour la jeunesse. Voilà, on va avoir beaucoup de nouveautés à suivre sur les podcasts avec des nouveaux business models possibles. Merci Johanna Bondou, productrice jeunesse de Paradiso Media, pour être venue partager avec nous cette annonce dans Smart Tech. C'est l'heure de notre talk, on va parler là des défis de la télémédecine. On parle de télémédecine, on parle aussi de télésurveillance dans ce Tech Talk et des défis qui restent à relever, des tendances qui marqueront l'année post-Covid avec Alexis Leprince, directeur produits et offres chez BeWell Connect, qui donne accès aux professionnels de santé à un ensemble de technos et de solutions pour la télémédecine. Et également autour de cette table, Philippe Salamitou, président fondateur de SRED, qui fournit sous la marque Vestalis des solutions techniques qui permettent la surveillance à distance des patients respiratoires qui sont pris en charge à domicile. Vous faites ça dans 4 pays européens et au Japon. Merci à tous les deux d'être présents. Alexis Leprince, je vous propose qu'on démarre par... moi, j'aime bien démarrer par une définition, parce qu'on parle de télémédecine, télésurveillance, santé connectée. Tout ça se mélange un petit peu, téléconsultation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, vous faites de la télémédecine, qu'est-ce que c'est la télémédecine ? Oui.
La télémédecine, c'est une pratique médicale en fait, qui couvre 5 actes. On va avoir la téléconsultation, avec laquelle maintenant beaucoup plus de monde est habitué. La télésurveillance, qui va consister alors, téléconsultation, qui permet de mettre un patient en relation avec un médecin par l'intermédiaire des technologies de l'information. C'est-à-dire, au lieu d'aller en cabinet faire sa consultation, donc on le fait à distance. C'est les moyens de communication qui vont permettre d'échanger avec un médecin. La télésurveillance qui va permettre à un patient d'être surveillé à distance par un médecin ou un plateau médical. Alors, par quel moyen ? Ça, je vais donner tout de suite la parole à notre spécialiste, Philippe Salamitou. Sur la télésurveillance, quels sont les outils juste de télésurveillance? Comme ça, on continue notre exercice de définition. Alors, la télésurveillance, c'est le fait de surveiller. Donc, c'est ce que fait le professionnel de santé. Après, il y a des solutions techniques. Et les solutions techniques, c'est des solutions qui vont permettre de recueillir automatiquement des données de chez le patient, de les transmettre à un système informatique qui va les traiter. Donc, plutôt des objets connectés? Objets connectés, absolument. Équipements médicaux connectés de toutes sortes, qui vont du dispositif de mesure connecté à l'équipement de traitement, comme une machine PPC, un ventilateur, une source d'oxygène. Donc ça, c'est les dispositifs qui sont chez le patient, qui sont connectés et qui transmettent de l'information. Et la télésurveillance, c'est le fait de suivre le patient avec ces informations. Du côté du médecin. Donc on continue. Donc vous dites télémédecine, c'est de la téléconsultation, de la télésurveillance. De la télésurveillance, de la téléassistance, là, qui va consister en fait à pratiquer un soin. Donc il y a un professionnel de santé qui pratique un soin sur un patient, accompagné à distance par une ressource médicale. De la téléexpertise, qui va du coup permettre à deux médecins de se solliciter leur expertise respective, en l'absence potentiellement du patient ou non. Alors ça va prochainement être ouvert à plus que les médecins, c'était plutôt le domaine réservé des médecins. Et ça va être ouvert plus que des médecins. Ça va permettre à des professions paramédicales, infirmiers par exemple, infirmières, de solliciter l'expertise d'un médecin à distance. Le tout codifié au travers de cet acte qui est la téléexpertise. D'accord. Mais donc de façon à faire décloisonner, le cadre réglementaire s'élargit petit à petit et décloisonne un petit peu les pratiques. Puis le dernier qui est le dernier acte de télémédecine, qui est la régulation médicale, qui est plutôt là, qui est le fait de fait du SAMU pour permettre aux patients, quand ils prennent contact avec les urgences, de faire de la régulation médicale. Là, c'est de la régulation. Régulation quoi? De trafic? Régulation des besoins et des transferts de patients aiguillage des patients vers le bon lieu ou la bonne solution de prise en charge. D'accord. Alors, en matière de télésurveillance, j'imagine que les choses se sont pas mal accélérées pendant cette année Covid-19. Alors effectivement, on fournissait déjà des solutions de télésurveillance pour les malades respiratoires à domicile, des insuffisants chroniques respiratoires. Et dans le cadre du Covid, il y a eu des changements. Alors d'abord, ce qui s'est passé, c'est que les professionnels, ne pouvant plus rencontrer leurs patients aussi facilement qu'avant, ont eu plus de recours à la télésurveillance, c'est-à-dire pour pallier le fait qu'ils rencontraient moins leurs patients. Donc ce qu'on a vu sur nos solutions, c'est une augmentation du trafic et de l'activité sur une façon de travailler qui existait déjà avant, mais qui s'est intensifiée. Puis l'autre chose, c'est que le Covid cause des insuffisances respiratoires, et donc il y a eu de nouveaux types de patients à surveiller, et donc éventuellement à télésurveiller. Et ce qui est intéressant d'une certaine façon dans ce contexte-là, c'est qu'on s'est aperçu, après 2020, que des patients qu'on aurait surveillés à l'hôpital pouvaient être télésurveillés à domicile, et donc ne pas les mettre à l'hôpital juste pour les surveiller. Donc là, on est plutôt sur demain. Si c'est parce que vous dites « pouvait », ça veut dire qu'à ce jour, on n'a pas encore expérimenté la surveillance de souffrance respiratoire liée à l'infection Covid-19 à distance. Si, il y a quelques dizaines de patients qui ont été surveillés à domicile, télésurveillés à domicile avec des solutions très complètes. En France ? En France, voilà, ça a été organisé par la Pitié-Salpêtrière qui nous a sollicité en novembre pour mettre en place cette solution qui était dérivée d'une solution qui existait, mais qui a été légèrement transformée pour être spécifique pour les malades Covid. D'accord. Donc c'est une solution unique, d'ailleurs au monde, qui permet à la fois de surveiller le fait que le patient reçoit de l'oxygène, donc c'est des patients sous oxygène, reçoit de l'oxygène, et aussi surveiller que cet oxygène contrôle leurs paramètres physiologiques comme la saturation. Donc là, c'était une phase expérimentale. Et c'est une phase expérimentale. Ces retours d'expérience vont permettre de faire de nouvelles choses en 2022, peut-être ? Alors, en 2021, ça continue.
C'était expérimental. C'est vrai que c'est pas parce que c'est la crise qu'on fait des choses non contrôlées. C'est comme des malades qui sont assez fragiles. Mais oui, c'est des choses qui sont en place en 2021, qui vont probablement continuer. Peut-être ce qui manque, c'est un cadre réglementaire et un remboursement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une initiative de la Pitié-Salpêtrière, aussi financée par des prestataires de santé à domicile, la FEDEPSAT, qui a pris sur eux de financer ces déploiements dans un cadre un peu exceptionnel. Alors là, on a vu comment ça se matérialisait la télésurveillance. Comment ça peut se matérialiser plus globalement la télémédecine? Puisqu'on a déjà vu arriver dans certaines villes des cabines en fait, de téléconsultation. Est-ce que c'est par là que ça passe, la télémédecine de demain? Alors, la télémédecine, elle passe par, évidemment, on l'a évoqué, de la technologie, par définition, mais elle passe surtout par de l'humain. Il ne faut surtout pas oublier que la technologie, elle va être un outil au service de ces humains que vont être les acteurs de santé d'une part, et c'est sur eux que quand même repose beaucoup l'adoption, la pratique, le déploiement de tous ces nouveaux usages et de ces pratiques. Alors ça, on n'en doute pas, mais si vous le précisez, c'est parce qu'il y a des appréhensions, j'imagine. Exact. On a tendance à... C'est ça, de se dire finalement, on va virer les médecins, on va garder que des cabines de téléconsultation? Oui, donc certains angles d'analyse peuvent laisser penser qu'on va opposer la technologie ou effectivement remplacer l'humain par la technologie. Nous, c'est absolument pas notre conviction. C'est de l'humain avant tout parce que les acteurs de la santé seront c'est sur eux que ça repose, et puis parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un patient dans l'histoire que l'on prend en charge via différents moyens que l'on va surveiller, à qui on va permettre de consulter ou téléconsulter un médecin. Mais c'est un patient qui va être dans une situation où il a un problème, c'est un symptôme, il va avoir besoin d'être pris en charge. Je pense qu'en sortie de confinement et de crise, plus que jamais, le besoin de contact social avec les professions de santé, pas oublier aussi que les dégâts psychologiques sont assez importants à l'issue de cette crise, et que donc voilà, la présence de quelqu'un auprès du patient aussi. Il y a évidemment la ressource médicale à distance, on l'a évoqué, mais on est très convaincu également par la pertinence d'avoir quelqu'un aux côtés du patient pour le prendre en charge. Alors si je reprends mon exemple de télécabine médicale qui permet donc de réaliser une téléconsultation, en fait, de consulter un médecin à distance par transmission par une connexion Internet et puis un écran qui permet de communiquer, mais aussi avec des appareils connectés qui permettent de mesurer, de faire par exemple un électrocardiogramme, de mesurer sa tension, des choses comme ça. Là, vous dites, oui, mais même dans ces cabines, on a besoin d'une présence médicale? Il y a de toute façon besoin d'un personnel pour assurer la rotation entre les patients, ne serait-ce pour des raisons d'hygiène, en fait, à commencer par ça, alors qui était déjà vrai avant, mais qu'on a encore plus en tête aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire. Mais à commencer par ces raisons-là, une personne qui se retrouve auprès de cette cabine est importante. Il y a la prise en main aussi, savoir réaliser les Et la prise en main, gestes. c'est un point important, c'est quand je dis que du coup, le patient, au-delà du fait qu'il est pas bien, il est malade, il a besoin d'être pris en charge par une présence, quelqu'un qui est en présentiel, ça va rassurer aussi la personne qui est à distance, le médecin qui est à distance, parce qu'il va savoir qu'il peut s'appuyer sur quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui va du coup prendre les différentes mesures, éventuellement aider le patient à mettre un otoscope, donc qui est un appareil qui permet d'ausculter l'intérieur du conduit auditif, de mettre un stéthoscope. Tout un chacun, on n'est pas tous encore, peut-être qu'un jour viendra, on sera tous très à l'aise avec ça, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, pour toutes ces raisons, rassurer le patient, rassurer le médecin qui est à distance, ça pose un triptyque qui est pertinent et aussi au service de la résolution du problème de ce patient. Le but est quand même, il ne faut pas oublier de le résoudre. médecin reste incontournable puisque c'est lui qui réalise quand même cette consultation, Absolument. même s'il est à distance. Mais question quand même d'efficacité peut-être, cette télésurveillance, est-ce qu'elle permet par exemple à un médecin de suivre ou de traiter plus de patients en même temps? Alors, ce qui permet, c'est de focaliser ses interventions, son travail sur les patients qui en ont le plus besoin. Donc il y a une partie sélection des patients et efficacité dans la prise de décision et dans le recueil d'informations. Donc d'une certaine façon, oui. Et c'est vrai que c'est un enjeu sur les maladies respiratoires à domicile. Il y a beaucoup de patients, il y a 2 à 3 millions de patients qui sont apnéiques en France. Et donc effectivement, si on veut qu'ils soient tous pris en charge au mieux, il y a un enjeu d'efficacité pour que le temps médical soit économisé. Donc ça permet de mieux répartir les urgences et éventuellement peut-être de prévenir des aggravations. Alors, Est-ce qu'on est aussi dans la médecine
prédictif, c'est peut-être un peu fort, mais Alors, qui anticipe davantage. Alors, on n'est pas encore dans la médecine prédictive avec ces solutions de télésurveillance, mais par contre, on peut facilement flaguer les cas qui méritent le plus d'attention et donc de préparer le travail du médecin. Après, la médecine prédictive, on y travaille. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait avec la Pitié-Salpêtrière. Et là, le fait d'avoir des systèmes qui tournent déjà, qui recueillent des données, combinés avec des apprentissages automatiques d'algorithmes, effectivement, nous emmène à la médecine prédictive. Et récemment, on a démontré que sur les insuffisants respiratoires, on pouvait assez bien prédire la survenue d'épisodes dans les semaines, mois à venir. Effectivement, on y travaille, on n'y est pas encore. Et on peut les prédire, mais est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce qu'on peut éviter des hospitalisations? Effectivement, c'est l'enjeu, et il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est pas facile d'éviter des hospitalisations et d'avoir effectivement un résultat positif clair. Après, le temps le montrera. Quelle est la difficulté? C'est la quantité de données à notre disposition? Toute la difficulté, et c'est assez général, c'est de fournir une information qui est suffisamment précise pour que les professionnels agissent sur cette information sans se tromper et sans refaire ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu cette information. Et c'est vraiment tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment précis, sensible, spécifique, comme les tests Covid, d'une certaine façon, enfin c'est les mêmes notions, de façon à ce qu'effectivement les professionnels de santé puissent baser leurs décisions uniquement en se basant beaucoup sur cette information. C'est vraiment là tout l'enjeu, et c'est que l'expérience et c'est que l'amélioration progressive, non seulement des algorithmes, mais aussi des protocoles de soins qui vont avec, qu'on pourra arriver à une médecine prédictive efficace. Alexis Leprince, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, simplement vous évoquiez comment on fait pour éviter une hospitalisation. Oui. Et je disais l'importance d'avoir quelqu'un qui est aidant, qui assiste le patient pour poser le cadre. L'objectif, il est vraiment de résoudre le problème du patient. Et donc, si je prends l'exemple de la téléconsultation, l'objectif, c'est qu'elle soit résolutive, donc qu'à l'issue, il y ait une solution qui soit trouvée pour le patient. Et tout ça, je rejoins sur l'idée qu'un protocole et des bonnes pratiques, poser un cadre pour qu'une téléconsultation se passe et atteigne le résultat voulu, et que le lendemain ou le surlendemain, il n'y ait pas une autre consultation en plus ou un passage aux urgences du coup inutile qui aurait rendu la téléconsultation inefficace, c'est important. Poser un cadre, se rappeler que les professions de santé, finalement, se réapproprient certains outils, les outils connectés, qui vont leur donner un certain nombre d'informations contextuelles du patient pour poser un diagnostic, pour aussi faire une prescription qui soit la plus adaptée, se réapproprier aussi l'interrogatoire médical, parce qu'à distance, par définition, le médecin, il s'appuie sur l'interrogatoire du patient, sur la personne qui assiste, mais voilà, des outils qui sont vraiment très bien maîtrisés, assez codifiés, mais voilà, sous l'angle d'une relation à distance. C'est plutôt adapté aux déserts médicaux. Enfin, c'est comme ça qu'on a vu arriver les premières télécabines médicales. C'est pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où dans certaines villes, villages, régions, on n'ait plus accès à la médecine finalement. Est-ce que c'est le principal marché aujourd'hui de la télémédecine? Ou est-ce que c'est le début, on commence par là pour arriver sur des marchés beaucoup plus vastes? Je pense que l'enjeu, il est évident sur les déserts médicaux, et il est en pleine lumière, parce qu'il y a effectivement des territoires qui ne sont pas ceux qu'on soupçonne toujours. Les déserts médicaux, on peut en trouver parfois en Île-de-France. Voilà. Mais en tout cas, l'enjeu est très évident sur le fait de faciliter l'accès aux soins dans ces territoires-là. En revanche, la télémédecine, en tout cas la télémédecine sera au service plus globalement de l'amélioration de la prise en charge des patients, désert médical ou non. Mais ça passera par le fait que les professions de santé apprennent à recollaborer entre elles grâce à ces outils, et puis s'appuyer aussi les unes sur les autres. Ça va être plus une médecine mixte, j'imagine. Même question sur la télésurveillance. Est-ce qu'il y a un marché qui est plus... Vous adressez, vous, le marché typiquement des souffrances respiratoires. Est-ce que c'est plus approprié à la gestion de maladies chroniques, par exemple? Est-ce qu'il y a des marchés spécifiques qui permettent de faire décoller la télémédecine, la télésurveillance? Dans les maladies chroniques, c'est une pratique qui est déjà assez développée. Nous, on a presque 100 000 patients qui sont gérés par nos systèmes. Par exemple, la gestion de l'insuline. Alors, nous, on est la maladie respiratoire. Donc, mais je veux dire, si on élargit au-delà de votre propre marché. Cardiologie, diabète, hypertension aussi. Donc, là, c'est déjà assez développé.
Alors, ça vraiment, commence. je pense que les maladies respiratoires, c'est là où c'est le plus développé. C'est le plus développé. Après, effectivement, ce qui se passe, c'est que les maladies chroniques à évolution lente, ça s'y prête assez bien parce qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que c'est vraiment, on apporte quelque chose en plus sans retirer quelque chose, sans rajouter un risque. Donc, c'est d'autant plus facile qu'on peut s'occuper de patients sans leur enlever des chances, quoi qu'on fasse. C'est vraiment que du plus. Et donc, ça s'applique déjà. Et est-ce que vous allez élargir vous-même vos marchés? Est-ce que demain, vous allez attaquer autre chose que les maladies respiratoires et vous, les déserts médicaux? Comment vous voyez la 2022? Est-ce que vous ouvrez les horizons de vos technos? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que les déserts médicaux, je disais, sont évidemment en pleine lumière et c'est un enjeu fort. En revanche, il n'y a pas de... nous, l'objectif, il est de faciliter la mise en relation, l'accès aux soins et la mise en relation avec le corps médical et de faciliter aussi la pratique, l'usage pour les professions de santé. Donc, je dirais que la télémédecine va se déployer et elle est déjà, à la limite, elle est à travers des expérimentations, elle n'est pas toute récente, hein, elle n'est pas liée au Covid, mais elle va... Elle n'est pas quotidienne. Elle n'est pas quotidienne. Pas Mais encore. en tout cas le champ géographique ou le champ d'application, il est extrêmement large. Les déserts médicaux, les malades chroniques, comme on l'évoquait. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe oui. Simitou? Un des enjeux, c'est le fait qu'il y ait un protocole médical, que les professionnels de santé sachent quoi faire de l'information. Donc aujourd'hui, maladie respiratoire, c'est assez clair, télécardiologie, c'est assez clair. Après, si on veut étendre même à l'intérieur des maladies respiratoires, un des enjeux, c'est que un groupe des sociétés savantes disent oui, à partir de ces informations qui sont remontées automatiquement, on peut agir dans telle circonstance. Donc le protocole médical est absolument essentiel. Donc c'est le premier pilier, c'est que les sociétés savantes définissent comment travailler à partir de cette technologie. Puis l'autre chose, c'est les remboursements, c'est-à-dire que comment les systèmes sont financés, par qui, dans quelles circonstances. Donc le développement, c'est pas la technologie aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation de cette technologie dans les protocoles médicaux et puis le remboursement. Et là, vous ne remettez pas du tout en question la techno, c'est-à-dire que vous pensez que vos technos sont simples à utiliser, que les interfaces sont Alors, vous avez agréables pour raison. les patients, mais également le corps médical? Vous avez complètement encore raison. du Vous avez boulot, non, complètement là-dessus? raison. C'est absolument essentiel. Les médecins ont des vies compliquées, les patients sont déjà oui. malades. Tout ça doit être extrêmement simple, doit complètement s'effacer par rapport aux problématiques des médecins et des patients. Et là encore, c'est par la protocolisation qu'on peut arriver à des interfaces simples, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on sait quelle information est nécessaire au médecin pour faire son travail, qu'on peut lui faire une interface qui présente exactement cette information au moment où il en a besoin. Donc effectivement, la simplicité, c'est absolument clé, et les seules solutions qui marchent sont des solutions qui sont transparentes pour le patient et quasiment transparentes pour le médecin. Oui, pleinement intégrés en fait à leur quotidien. Ouais. Exactement, il faut que ça soit, je le rappelle, un outil. Et donc un outil qui soit simple à utiliser au quotidien, au service d'une meilleure pratique de mon métier. Et que tout ça soit sans couture. Ça, c'est en fait, votre travail. Et ça, c'est notre C'est travail. notre travail. Votre travail. Et faire sauter les coutures, si je peux rajouter juste une chose, faire sauter ces coutures en fait entre tous les acteurs, c'est l'ambition. Décloisonner également, effectivement, les professions médicales. Merci beaucoup pour ces éclairages sur la télémédecine qui englobe aussi la télésurveillance, on l'a bien compris maintenant. Merci Alexis Leprince, directeur Produit Off chez BeWell Connect, et Philippe Salamitou, qui est président fondateur de SRET. Juste après la pause, on a rendez-vous avec une jeune start-up qui réinvente le coaching. Vous regardez Smart Tech et vient de me rejoindre Benoît Delaporte, cofondateur de OnTrain, qui est une société spécialisée dans la formation au métier du numérique, dont la démarche est originale. Et donc aujourd'hui, c'est vous mon rendez-vous, Benoît Delaporte. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors je dis démarche originale puisque vous avez un modèle de training, on va dire ça comme ça, dispensé par des professionnels à des professionnels. Ce sont des professionnels en poste, hein, vos coachs. Exactement. On a fédéré une communauté d'experts. Ils travaillent tous dans les entreprises tech référentes du secteur. Alors par exemple, Google, Facebook, mais aussi les startups tech les plus reconnues en ce moment. D'accord. On a Conto, Stuart, Blablacar. Et l'idée, c'est qu'ils libèrent du temps en parallèle de leur activité pour former avec nous. Il n'y a pas que des entreprises de la tech. Moi, j'ai noté aussi Danone, par exemple, qui faisait partie de votre cohorte d'experts formateurs. Alors, la clé de sélection, c'est l'expertise.
Alors, sur ces métiers, beaucoup de l'expertise est dans les meilleures boîtes tech, mais on a aussi des grands groupes plus traditionnels qui ont attiré des super talents. Et nous, la clé de sélection, c'est l'expertise, c'est le talent sur un sujet, sur une discipline. Alors l'idée est assez séduisante parce qu'on va se faire coacher par des personnes qui travaillent chez les GAFA, chez Samsung, chez Molotov et tout ça. Donc Ouais. c'est assez classe, on se dit on va avoir les cadors. Mais comment font-ils, ces experts qui travaillent dans des grands groupes, pour avoir du temps pour faire un peu d'enseignement? Oui, alors la clé, c'est que les sessions sont courtes. 95% de nos trainings sont à distance. Et un training à distance efficace, c'est souvent une session courte. D'accord. Nous, on les limite. C'est à de 2 heures. l'e-learning, pardon ou... Alors, c'est du cours en interactif, mais en visioconférence à distance. Et comme c'est limité à 2 heures, en fait, tous ces experts ont le temps de libérer 2 heures de leur semaine pour former avec nous. D'accord, donc c'est pas du MOOC, c'est pas quelque chose de préformaté, on a vraiment une relation, une interaction avec l'expert. Oui, alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été faites sur le e-learning ces dernières années, Ouais. mais qu'en revanche, il reste encore beaucoup de choses à faire pour transformer le secteur plus traditionnel de la formation en interactif, avec un prof qui nous parle. Et donc nous, c'est ce secteur-là qu'on va adresser. Et justement, qu'est-ce que ça change dans la méthode d'enseignement, ça? Alors ça change beaucoup de choses. En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à transposer tout ce qui se faisait bien dans une salle de classe à distance via les outils de visioconférence. Et en quoi c'est différent? Parce que finalement, on met sa caméra et puis voilà, la classe est devant soi. Oui, alors la classe est devant soi, mais elle est loin, donc il faut réussir à l'engager d'une certaine manière. Donc il y a beaucoup d'outils d'interactivité qu'on vient rajouter au-dessus des outils de visioconférence pour travailler collaborativement à distance. Donc c'est des outils par exemple de post-it, c'est des outils qui permettent de travailler sur un même document en même temps. Et ça, c'est très important pour réussir à garantir une bonne adhésion à la formation. Et ce sont derrière vos son outils, ordinateur. ça, à OnTrain? Alors, ce sont des outils de marché qu'on utilise. Nous, on utilise D'accord. Zoom en particulier, mais ça nous arrive d'utiliser. Donc vous, votre valeur ajoutée, c'est de trouver les bonnes personnes, de les mobiliser et de rassembler les outils dont ils ont besoin. Exactement. Nous, en fait, on a le rôle pédagogique dans le cadre de la formation et notre communauté d'experts a le rôle du fond, donc de l'expertise en elle-même sur les métiers. Et le modèle économique, alors, c'est quoi? Ces experts, ils sont super bien rémunérés, j'imagine. Ils sont assez bien rémunérés. C'est souvent pas la première chose qu'ils viennent chercher. Ouais. Ils viennent surtout chercher le fait de structurer leurs compétences, leurs connaissances. Ils viennent aussi chercher une certaine légitimité de marché. Que quand on forme, c'est que on a acquis une certaine expertise. C'est vrai. Et- Mais de l'autre côté, vous avez des toutes petites entreprises, parfois même des entrepreneurs indépendants. Oui. Comment font-ils pour se payer ces formations? C'est la question du modèle économique. Oui. Alors, étant donné qu'on est capable de former tout le monde en faisant du sur-mesure, c'est vrai qu'il y a des petites entreprises qui sont nos clients. Après, le gros de notre clientèle, ça reste les PME bien installées, les D'accord. grands groupes, celles qui ont, c'est vrai, les moyens financiers de se transformer et donc de faire appel à ce genre de prestations. Et alors, quel métier on peut apprendre avec les experts chez vous, chez OnTrain? Alors, on a 5 verticales de métiers. Je vais peut-être pas revenir sur toutes, mais globalement, Bon, ce sont... 5, ça va, c'est pas Alors- énorme. Alors, j'y vais. Non, mais c'est la data principalement. Ouais. C'est la publicité en ligne, c'est le développement de produits numériques, donc site web, application, c'est la vente sur tous les aspects de digitalisation de la vente, et c'est ce qu'on appelle nous business operations, c'est optimisation des processus organisationnels et financiers des entreprises par les outils digitaux. Donc, c'est vraiment les métiers du numérique dont on a besoin aujourd'hui sur le marché ou dans son entreprise. Vous êtes parti de là, en fait, des besoins des entreprises? Oui, on est parti des besoins des entreprises en identifiant les métiers qui étaient le plus en tension sur le marché de l'emploi dans le digital. Et c'est vraiment notre positionnement. On a vocation à toujours former aux métiers de l'innovation et de la tech. Alors aujourd'hui, ce sont ces 5 verticales de métiers-là. Mais demain, dans 6 mois, les grands éditeurs de logiciels vont développer de nouvelles solutions. Et donc, en fait, ces métiers-là vont changer. Et l'idée, c'est que ce socle de métiers soit itératif et évolue dans le temps. Et c'est un peu le modèle des masterclass ou oui, ça vous convient? Oui, Comme oui, image. c'est un très bon terme, les masterclass. Après, Et vous avez combien de personnalités qui vous suivent, qui délivrent des masterclass via OnTrain? combien d'experts? Ouais. Alors, Oui, nous, on les appelle des experts. trainers, ouais. Et il y en a 250 aujourd'hui dans la communauté. On n'a pas vocation à faire grandir cette communauté extrêmement vite. Ouais. On veut qu'elle reste sélective. Mais en revanche, on la fait grandir au rythme des opportunités de training, de formation qu'on a avec nos clients.
Super. Et visiblement, ça fonctionne bien. On voit le succès d'OnTrain qui grandit. Bravo. Merci beaucoup, Benoît Delaporte, cofondateur donc, de OnTrain, d'être venu dans Smart Tech pour votre rendez-vous coaching à vous. Merci à vous. À suivre, c'est la découverte d'une innovation qui sera capable de rendre les matériaux sensibles pour mieux les surveiller. Et si demain les matériaux devenaient sensibles au toucher? Bonjour Eva Bensadi. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, vous allez nous présenter cette étonnante innovation. On peut parler même, Delphine, d'une forme de peau robotique. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, une petite révolution dans le monde de la tech. La solution dont je vais vous parler aujourd'hui, Touch Sensity, propose en effet de rendre les objets et les matériaux, qu'ils soient solides, textile ou liquide, sensible aux interactions physiques, véritablement comme notre peau. Cette technologie non invasive et sans capteur permet donc de récupérer les données issues d'une pression ou d'un endommagement du matériau en question. Créée en décembre 2019 est née de la collaboration entre un jeune entrepreneur et une ancienne chercheuse de l'INRIA. La start-up bordelaise a déjà levé plus d'1 million d'euros, Delphine, fin mai, et vise une nouvelle levée de fonds à la fin 2022. Mais alors comment se matérialise cette technologie? À quoi ça ressemble? C'est la question. Imaginez-vous un patch en fait de la taille d'une carte de visite. On l'installe à la périphérie d'un objet, d'un matériau. Il émet alors un signal. Ensuite, un logiciel compare la différence entre le signal émis et le signal capté pour cartographier en temps réel l'état de ce matériau et ses déformations en pression, flexion ou traction. Les analyses retransmises permettent alors de poser un diagnostic sur l'état de santé et d'usure des matériaux. Il s'agit véritablement d'algorithmes capables de faire parler la matière. Comment ça fonctionne exactement? Par la combinaison de deux éléments. D'abord, d'un système embarqué connecté aux matériaux, mais aussi d'une intelligence artificielle. Cette association permet de localiser et de modéliser en temps réel toutes les interactions physiques effectuées sur le matériau. Il est ensuite possible d'associer les données obtenues avec l'environnement, de transformer le matériau en surface textile ou même de contrôler des systèmes externes grâce à ces interactions. Et ça fonctionne sur n'importe quel type de surface? Oui, c'est ce que je disais à Delphine, la technologie est compatible avec tout type de matériaux composites. On pourrait alors connaître les déformations d'un avion, d'un bateau, d'un train, des déformations causées par un contact avec un oiseau, par exemple, ou encore une fissure due à un événement météorologique. Exemple concret, Delphine, la solution peut détecter les impacts sur le nez d'un train dans le but de prévenir l'état des pièces et donc réduire ensuite le temps de maintenance et d'immobilisation de l'appareil. On peut même, si on veut, tout est possible, rendre sensible un mur, un sol, une place de parking et détecter en temps réel tous ces impacts. Légère subtilité néanmoins, certains matériaux peuvent être rendus sensibles directement, d'autres non, via donc l'ajout d'une peinture ou d'un adhésif faisant office de système de captation. Donc ça fait beaucoup de secteurs, ça, potentiellement intéressés. Évidemment, Delphine, l'aviation, le premier secteur qui s'intéresse à cette technologie, c'est l'aérien. Touch Sensity est désormais partenaire d'ailleurs d'Airbus. La jeune start-up devrait lancer des essais pour, entre autres, mesurer les déformations structurelles d'un aéronef au décollage et à l'atterrissage, mais elle trouve aussi des usages en usine pour effectuer du contrôle de pièces ou enrichir les données issues d'un banc d'essai. Rapidement, où en est la start-up aujourd'hui? La start-up est actuellement en discussion avec plus, donc je le disais, Airbus, et en discussion avec une quarantaine d'acteurs de l'aéronautique, du spatial et des transports. Et puis surtout, la demande en matériaux intelligents est en pleine croissance, Delphine. Merci beaucoup Eva Bensadi pour cet éclairage sur l'innovation et ses nouvelles capacité des matériaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous annonce que demain, Smart Tech aura 1 an. Donc une émission un peu spéciale à découvrir demain.